Bienvenue sur Voix du crime. Dans cet épisode glaçant, nous allons plonger dans l'abîme d'une nuit qui a transformé une simple faveur en un cauchemar indicible pour Dana Woods et June Jerry, deux amis dont la vie a basculé en un instant. Préparez-vous à une immersion totale dans les méandres d'une enquête où chaque révélation est un choc. L'histoire nous transporte en Caroline du Sud, dans la paisible localité de Monk Corner. C'était le 27 août 2012. Dana et June, inséparables, sortent dîner avec l'intention de passer la nuit chez Dana. Mais l'aube du lendemain, 3 heures du matin, révèle une absence pesante. Leur famille, rongée par l'inquiétude, ne les voit pas revenir. Le dîner aurait dû être suivi d'un retour immédiat. Leur téléphone reste muet. Le dernier contact de Dana avec sa mère remonte à peu avant minuit. Elle devait déposer un ami à un court détour avant de rentrer. L'angoisse d'un accident de voiture pousse les parents de Dana à patrouiller les rues, en vain. Pas de traces des jeunes femmes, ni de la voiture. La police contactée se montre rassurante, suggérant une nuit chez des amis, un oubli de prévenir. Mais pour la mère de June, cette explication ne tient pas. June ne manquerait jamais de donner de nouvelles, surtout avec sa petite Emma, 2 ans, à la maison. Les recherches s'intensifient, impliquant le père de June et son gendre. Mais le vide demeure. Au moment où l'espoir vacille, le père de June aperçoit une voiture familière. C'est la voiture de Dana, mais le conducteur n'est ni Dana, ni June. Un homme inconnu. La traque s'engage. Charles, le père de June, se lance à sa poursuite, mais l'inconnu brûle un feu rouge, disparaissant dans la nuit. Le témoignage, rapporté au commissariat, change tout. Le mystérieux conducteur est le déclencheur d'une prise de conscience. L'affaire est grave. Toutes les patrouilles sont alertées. Les détails de la voiture de Dana sont diffusés. L'enquête sur la disparition prend une tournure plus sinistre. Dana Woods, 18 ans, lycéenne, travaillant à temps partiel pour financer ses études de droit. June Jerry, 22 ans, jeune mère célibataire d'une petite Emma, employée dans un magasin. 2 vies rangées, sans histoire, dont l'absence prolongée est inexplicable. Quelque chose de terrible a dû se produire. L'identité de cet homme au volant de la voiture devient la clé. L'étau se resserre. Amis, collègues, anciens camarades, tous sont interrogés, cherchant la moindre information. Mais le silence est assourdissant. La police traque les signaux des téléphones portables. Un nom émerge. Chris Feathers, le petit ami de Dana, une relation tumultueuse. Interrogé, il affirme les avoir quittés à 21h30 pour retrouver des amis jusqu'à 2h du matin. Relâché, il reste un suspect. Une découverte bouleverse l'enquête. Le dernier signal du téléphone de Dana provient d'un endroit inattendu, une route isolée à l'autre bout de la ville. Dana et son téléphone ont parcouru une distance considérable, bien loin de leur trajet prévu. Les recherches s'étendent à cette nouvelle zone. Le silence persiste. 3 jours d'angoisse s'écoulent avant qu'un appel ne brise cette attente insoutenable. Un chasseur signale une voiture calcinée sur le bord d'une route déserte. C'est le véhicule de Dana Woods. L'horreur se dévoile. À proximité de la carcasse fumante, le corps de Dana Woods est découvert. Une balle à l'arrière de la tête. La question qui hante les esprits est: où est June? Est-elle encore en vie ou est-elle subi le même sort funeste? Le corps de Dana, dissimulé sous des branches, des vêtements éparpillés, une tentative hâtée de masquer l'indicible. La disparition devient officiellement un double meurtre. Mais June reste introuvable. Qui est l'homme au volant de la voiture? Que s'est-il passé cette nuit-là? Et surtout, quel motif se cache derrière cette sauvagerie? Le lendemain, un nouvel appel. Un homme visitant un cimetière près de la maison de June aperçoit un morceau de tissu dans les buissons. C'est le corps de June. Le corps de June gît dans une fosse de 3 mètres de profondeur, également tué d'une balle à l'arrière de la tête. Elle a été déplacée après sa mort. L'examen des alentours de la voiture calcinée révèle des traces de sang appartenant aux 2 victimes.
Elles ont été tuées au même endroit, de la même manière, mais le corps de June a été transporté ailleurs. La police relance les interrogatoires, remonte le fil des dernières heures des jeunes femmes. Un nom revient, celui d'Arthur, la personne que Dana et June devaient déposer. Arthur qui avait une attirance obsessionnelle pour June, une affection non réciproque qui la mettait mal à l'aise, comme le confirment les messages sur son téléphone. Interrogé, Arthur nie les avoir vus cette nuit-là, affirmant être avec son cousin, Kelleab Matlock. Un alibi, un témoin. Rodney White, un pompier volontaire également épris de June, est aussi interrogé. Il déclare être en service cette nuit-là, avec preuve à l'appui. Aucun motif apparent, pas d'agression sexuelle. L'enquête piétine, jusqu'à un rebondissement inattendu. Un appel à la police livre des informations que seul le coupable pouvait connaître. Une employée de station-service révèle que le petit ami d'une collègue parlait du crime avec des détails non divulgués au public. C'est Kelleab Matlock, l'alibi d'Arthur. Les policiers se rendent chez la jeune femme. Kelleab s'enfuit par la porte dérobée. Il est rattrapé et dans son sac, il trouve une arme. Kelleab Matlock, 25 ans, connaissait June depuis longtemps. Ils avaient eu une brève relation. Il nie d'abord l'avoir vue depuis 1 mois, prétendant avoir regardé la télévision chez lui. Mais les enquêteurs ne lâchent rien. Il craque. Il avoue qu'il a été présent lors des meurtres, mais nie le tir. Il refuse de nommer le tireur. Arthur est interrogé à nouveau. Il nie d'abord, mais cède à la pression. Mais son récit contredit celui de Kelleab. C'est Kelleab qui a tué les jeunes femmes pour voler la voiture de Dana. Arthur jure qu'il ignorait les intentions de Kelleab et qu'il a été choqué par son acte. Des aveux contradictoires, mais un scénario se dessine. Kelleab et Arthur ont rencontré les jeunes femmes par hasard au restaurant et leur ont demandé de les déposer. Une faveur fatale. Les 2 hommes prétextent avoir perdu le portefeuille d'Arthur en forêt. Sur le chemin, Kelleab murmura à Arthur son intention de les tuer pour voler la voiture et l'utiliser dans un autre crime, pensant échapper à la police avec un véhicule non identifié. Arrivé en forêt, Kelleab sort une arme de calibre 9, force les jeunes femmes à s'enfoncer dans les bois et les abat. Pourquoi tuer? Simple vol de voiture, alors que d'autres véhicules étaient disponibles, un acte spontané ou prémédité? Que importe, le résultat est tragique. Après avoir tué Dana, Kelleab tente de dissimuler son corps sous des branches. Kelleab et Arthur transportent ensuite le corps de June dans le coffre de la voiture de Dana vers un autre endroit, croyant que la séparation des corps brouillerait les pistes. Ils se dirigent vers une autre forêt près de la maison de June. Pendant le transport, un morceau de ses vêtements se déchire et reste accroché à un arbre inaperçu. Il jette son corps dans une fosse et l'abandonne. Charles, le père de June, a vu la voiture de Dana et a tenté de les poursuivre, mais Kelleab a brûlé un feu rouge et a réussi à s'échapper. Ayant été repérés, Kelleab et Arthur changent leur plan. Ils abandonnent l'idée d'utiliser la voiture pour un autre vol. Ils retournent sur les lieux du crime et y mettent le feu, pensant détruire les preuves. Mais les preuves sont nombreuses. Arthur tente de se faire passer pour une victime, affirmant qu'il ignorait le plan de Kelleab. En août 2014, le procès de Kelleab Matlock, 25 ans, s'ouvre. Il fait face à des accusations de meurtre prémédité, possession d'armes, vol à main armée et incendie criminel. Kelleab choque tout le monde en plaidant coupable, affirmant vouloir épargner aux familles des victimes plus de douleur. Il présente des excuses émouvantes, mais les familles ne refusent, leurs filles ne reviendront pas. Le juge le condamne à 5 ans pour possession d'armes, 15 ans pour incendie, 30 ans pour vol à main armée et 55 ans pour chaque meurtre. Mais les peines sont concurrentes, ce qui signifie que Kelleab pourrait sortir à 90 ans. Les familles sont indignées, estimant que la justice n'a pas été rendue. Arthur, lui, tente de nier toutes les accusations, sans aucun remords. Son avocate plaide l'absence de preuves directes, son ignorance des intentions de Kelleab et sa non-participation directe au meurtre. Mais le tribunal n'est pas convaincu. Après l'échec de la défense, Arthur négocie avec le procureur, plaidant coupable d'homicide involontaire et de vol à main armée, et est condamné à 25 ans de prison. Les familles trouvent ces peines insuffisantes. La vie en prison de Kelleab n'est pas de tout repos. 2 tentatives d'évasion, dont une réussie mais de courte durée. Il est puni par de longues périodes de confinement solitaire.
Si cela peut apporter un maigre console aux familles, c'est que Kéléab connaît une vie difficile derrière les barreaux. Une histoire de violence absurde, un crime sans motif réel, un simple vol de voiture qui n'a même pas profité au coupable puisque le véhicule a été incendié. La leçon, bien que difficile, est de ne jamais prendre d'inconnus ou même d'amis dans des circonstances douteuses, mais dans ce cas, les jeunes femmes connaissaient les deux hommes. Une dark ironie. C'était Voix du crime.